merci beaucoup. C'est un peu exagéré, les grandes lignes sont justes, mais on rajoute une couche, c'est très aimable, je vous remercie beaucoup. Mais enfin, vous pouvez enlever la glace, on sucre dessus, et puis le reste est à peu près juste. Effectivement, vous parlez de la science dans les médias, le sensationnalisme au détriment de la rigueur. Le sous-titre que le comité a décidé qu'il ne fallait pas retenir, ça aurait pu être « Si quelqu'un vous dit que c'est scientifiquement prouvé, vous pouvez conclure que soit il n'a pas du tout compris ce que c'est que la science, soit qu'il vous considère comme pas assez futé pour comprendre ce que c'est que la science. » Ça c'est un peu du provoquant, vous allez voir que j'ai pas de problème à l'idée d'un discours un peu provoquant par moment, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Donc ce que je vais traiter aujourd'hui, c'est comment comprendre et interpréter la science dans les médias de manière plus large. Je vais juste enclencher mon machin pour mon timing, voilà. La perspective que je vais prendre est très différente de ce qu'on a eu ces dernières conférences. Là, vous aviez des chercheurs qui parlaient de comment ils font. Vous aviez quelqu'un qui analysait ce que fait le chercheur. Moi, je vais me placer dans une autre perspective. Je vais plutôt regarder ce qu'on voit comme savoir dans les médias, dans les articles scientifiques, dans la bouche des chercheurs, sans s'intéresser aux chercheurs eux-mêmes. Donc on ne va pas critiquer les chercheurs, les journalistes, les enseignants, mais on va voir ce qu'on risque de trouver. C'est dans le but finalement que le public, je vous suppose, n'étant pas des chercheurs pointus en épistémologie et didactique, mais plutôt un public assez large, pour vous aider à apprécier avec une réflexion critique ce que la science produit dans la science vulgarisée telle que peut-être vous la rencontrez. Donc on va se concentrer sur les transformations de ces savoirs. On va prendre pour cela un exemple particulier. On va prendre l'article tel qu'il a été vulgarisé, et depuis là, on va remonter jusqu'à l'article de départ, puisque tout ce qu'on peut lire dans la vulgarisation provient de revues comme Nature, comme Science, ou comme quelques autres, comme PNAS, ce sera le cas dans l'exemple que je prendrai. Et on va essayer de voir ces transformations en les remontant. Est-ce qu'il y a tout ce qui faisait la nature scientifique de cet article dans la vulgarisation? La réponse est évidemment non. Mais qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui a été transformé nous permettra de développer, parce que c'est inévitable, ceux qui se souviennent de l'exposé de Bruno Strasser a parlé de la difficulté qu'il y a. Ces transformations sont inévitables. Si elles sont inévitables, elles sont prévisibles. Si elles sont prévisibles, vous pouvez vous dire, tiens, ça je sais qu'il va manquer quelque chose là. Ils me disent ça, mais qu'est-ce qu'ils ne me disent pas? Voilà. Je le dis déjà, pour ceux qui seraient endormis à la fin de l'exposé, les pertes de contexte, on sait que les contextes sociétaux et personnels vont être perdus. On ne sait pas les controverses qu'il y aura. On sait que les méthodes, comment ça a été calculé? La question de base en science, c'est sur la base de quoi vous savez ça? Cette question-là, bien souvent, la vulgarisation n'y répond pas. Et dans les classes, très souvent, on n'a pas le temps ou on ne le fait pas. Il y aura aussi une incertitude qui sont délimitées. Bruno Strasser a beaucoup insisté aussi sur ces incertitudes. Les incertitudes délimitées disparaissent souvent dans ce processus. Donc, je vais surtout chercher à mettre en évidence les implications pour lire, écouter de manière critique, pour accueillir ces recherches en vue de décisions d'opinion indépendantes. Alors, j'aimerais savoir parmi vous, qui est-ce qui a lu récemment une recherche scientifique et qui a envie juste de dire de quoi il s'agissait? Quelque chose que vous avez lu dans les médias quelque part, qui était une recherche qui vous a intéressé, qui a frappé votre imagination. Oui, c'est toujours difficile de lever un... Ah, voilà. Le nouveau neutrino. Le nouveau neutrino qui a été découvert Excusez-moi, j'ai pas compris. Ah, un nouveau neutrino, d'accord. Oui, un nouveau neutrino a été découvert. Et l'autre? Oui. L'anneau d'Einstein qui a été repéré pour la première fois, oui, grâce au télescope, oui. D'autres choses encore? Ok. J'en ai quelques-unes que j'avais repérées ici, qui a passé récemment. Nos ancêtres étaient végétariens. Il y a 6 millions d'années, nos ancêtres auraient été végétariens. C'est comme ça que c'est passé dans les médias. On en parle un tout petit peu de celui-là. Il y a eu un canard du temps des dinosaures. C'est pas vraiment un canard, c'est un ancêtre qui, du temps des dinosaures, existait déjà. On a retrouvé un fossile récemment. Ça ne nous a peut-être pas parlé, mais ça fait partie de ce qu'on a trouvé. Les chauves-souris sont, on le sait, un réservoir de virus. Il y a une quantité phénoménale de virus dans ces chauves-souris.
termes de risque épidémiologique. Mais la question qui a été traitée dans cette recherche récente, c'est comment ça se fait que eux... Ah tiens, c'est marrant, ça s'éteint. Il faut que je remette ça plus près, comme ça vous m'entendez? Ah voilà. Comment ça se fait que ces chauves-souris elles-mêmes n'y succombent pas? Parce que les virus, beaucoup d'entre eux pourraient très bien les attaquer. Ils attaquent un peu, mais pas beaucoup. Et puis, il y en a une autre dont je parlerai un petit peu plus, c'est l'exemple que je choisirais à développer, c'est Wallow Metal, la fidélité, une simple affaire de gel. Est-ce qu'on a trouvé le gel de l'infidélité? C'était il y a quelques années, c'était en 2020, peut-être vous l'avez vu passer. Est-ce que quelqu'un l'aurait peut-être vu passer, celle-là? Non? Personne? Ok. Alors, je vais pour commencer reprendre quelques extraits de ce que Bruno Strasser nous a présenté il y a maintenant 2 semaines, voilà. Et si tout va bien, je vais arriver à l'enclencher. C'est un peu délicat parce que la présentation prend tout le contrôle des écrans et je dois... Moi, vous voyez, c'est pas très évident, Marshall. C'est un exercice de coordination. Hein. Hop. Tac. Ils ont essayé de vous imposer une vérité qu'ils ont présentée comme espèce de vérité divine. Alors qu'ils savaient même que c'était pas vrai. Que les scientifiques, comme ils sont interviewés, comme je disais à la télévision, à la radio, etc., eh bien, ils ont l'eau sur la vie, ceux qui l'espèrent, ils essaient d'imaginer qu'est-ce qu'on attend de moi. Alors, ils connaissent très bien la paillasse, ils savent, voilà, ils savent toutes sortes de choses, ils savent faire toutes sortes de choses. Au moment où ils sont interviewés, c'est un moment très, très mineur dans leur carrière. Et puis, ils essaient de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et comme vous disiez tout à l'heure, ils s'imaginent que le public, souvent, attend des certitudes. Et ils s'imaginent que le public les entendra mieux s'ils les annoncent quelque chose de simple et clair et définitif. Ok. Donc, selon lui, et j'abonde dans son sens, les scientifiques se retrouvent souvent en train de prononcer des affirmations définitives. En tout cas, c'est celle-là que vous risquez d'avoir rencontrée. Donc on a un paradoxe, puisque, comme il le dit, les scientifiques travaillent avec des incertitudes, mais en fait, quand ils les diffusent, on a des certitudes qui apparaissent. Pourquoi? Ça, c'est une question qu'on va discuter. Moi, je vais argumenter que c'est inévitable et donc c'est prévisible. Et ça nous permettra, nous, de viser ce qui a été perdu. Visiblement, les incertitudes sont perdues, donc il faudra se méfier des incertitudes qui avaient d'origine. Il a aussi dit que... Moi, ça, c'est... C'est même celui-là. Voilà. Le savoir scientifique, il est toujours changeant. L'essentiel, c'est ça. Attendez, il est sur mon écran là, il faut que je convainque PowerPoint de me laisser le mettre sur l'écran et que vous puissiez le voir vous. Hein. C'est un défi. Donc il serait raisonnable de penser que l'essentiel de ce que l'on tient de vrai aujourd'hui sera considéré comme faux dans le futur. C'est bon. On a raté le tout début, il disait une grande partie de ce qu'on savait dans le passé s'est avéré faux actuellement. Donc, ce qu'on sait maintenant pourrait bien être faux dans le futur. C'est un peu cassant, voilà, si tout ce qu'on sait aujourd'hui est faux dans le futur, qu'est-ce qu'on fait? Et puis en fait, voilà, c'est une limite pour laquelle il faut réfléchir. Beaucoup de choses qu'on tient de vrai seront construites. Moi, quand j'étais étudiant en biologie au 19e siècle, j'ai appris qu'il y avait 125 000 gènes. Et c'est évident que l'exemple. C'est 5 fois plus, 6 fois plus que ce qu'on reconnaît que nous mettons en place aujourd'hui. En l'espace d'une vingtaine d'années, ça a complètement changé. Ça fait science. Malheureusement, ça ne sera pas possible de savoir ça. Et donc, il faut aussi reconnaître que c'est pas très pratique, très manuel en fait, du métier. Donc, les choses qu'on nous apprend, les choses qu'on découvre, les choses qui nous sont présentées dans les médias, pourraient bien être qualifiées de fausses dans le futur. Moi, je vais nuancer ça, non pas tellement faux, mais des volets explicatifs qui ont été affinés, précisés, délimités avec le progrès de la recherche. C'est parce qu'on avait certaines méthodes qu'on a calculé 125 000 gènes à l'époque. Maintenant, on a d'autres méthodes et on est au dernier des comptes vers 21 500 gènes, quelque chose comme ça change en fonction du dernier résultat. Donc, c'est une autre perspective. On ne va pas tellement critiquer les scientifiques, on va tellement critiquer les chercheurs, les journalistes et puis les enseignants. C'est plutôt un éclairage sur les savoirs. Je vous l'ai dit, mon ton sera volontiers provocant, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est fort bien. Allez vérifier. Je montrerai à la fin, je crois, toutes les références, pour celles que j'aurais oubliées, sont présentées dans un document auquel vous pourrez accéder et vous pourrez aller vérifier vous-même. Ça me ferait assez plaisir. Voilà. Pour commencer
commencer ici maintenant une définition d'esprit critique qui est de Marina Jiménez et Blanca Puig, deux chercheuses espagnoles tout à fait remarquables. Et dans leur définition, j'ai extrait quelques bouts. Donc il s'agit d'être capable de développer des opinions indépendantes. Donc qui ne dépendraient pas d'un gourou, qui ne dépendraient pas d'une secte, d'un parti. C'est mes propres opinions que je me suis construite moi-même. Aussi la capacité de réfléchir sur le monde qui nous entoure et d'y participer. Probablement que vos opinions pourraient vous amener à intervenir dans une des grandes problématiques du monde si vous les construisez de manière indépendante. Et puis il est lié en particulier à l'évaluation des preuves scientifiques. Ça, c'est ce qu'on va beaucoup discuter aujourd'hui. L'argumentation, l'analyse de la fiabilité des experts, la distinction entre texte scientifique et publicité ou propagande. Et puis, je tiens beaucoup à cette dernière partie ici. Pardon ? Peut être synonyme texte scientifique et propagande. Alors, je vous laisse ça pour une question à la fin, si vous êtes d'accord. Penser de façon critique signifie pas remettre en question toute donnée. Donc, il y a une vision de l'esprit critique, c'est critiquer tout. Y compris tous les experts et tous les scientifiques. Ce n'est pas de celle-là que nous parlons ici. L'esprit critique, comme nous l'entendons ici, Blanca Jiménez et d'autres, c'est plutôt développer des critères pour les évaluer. Alors, on va partir, comme je l'ai dit, d'un article vulgarisé pour remonter à l'original. Voilà le nom de l'original. Je dirais Wallum et al, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, ça veut dire et les autres, et aliud, donc ça veut dire et les autres. Je ne vais pas chaque fois dire Wallum, Westerdagani, etc. Je dirais Wallum et al. Alors, on va partir de la fin de la transformation. Voilà ce que peut-être vous auriez pu rencontrer en 2020. Ça, c'est alors, il y en avait d'autres. Malheureusement, je ne les ai pas pris à l'époque. Je n'ai plus ce que disait le 20 minutes là-dessus, qui en gros était quelque chose comme on a trouvé le gène de la fidélité masculine. Ou bien, variante, on a trouvé le gène de l'infidélité masculine. Il y a une nuance dans l'interprétation. Et ça, on en a trouvé plusieurs, même dans le monde, mais malheureusement, je n'ai plus retrouvé ça. J'ai trouvé par contre ceci qui est intéressant dans la revue médicale suisse. Alors, je vais le lire avec vous en commentant un tout petit peu. Le comportement amoureux de l'homme serait-il une fatalité génétique ? Fatalité génétique, c'est ce que semblent conclure les chercheurs américains. Donc on va voir, est-ce que c'est vrai qu'ils disent que c'est une fatalité génétique, le comportement amoureux ? Donc les scientifiques distinguent plusieurs formes d'amour. Il y a l'amour, la sexualité, il y a l'amour romantique et il y a l'attachement, le couple. Lui parle au fait de cette troisième variante-là. Ils ont déterminé chez des centaines de vrais jumeaux et leurs compagnes 2 formes génétiques possibles d'un récepteur de la vasopressie. Alors, la vasopressie est une hormone, je développerai un tout petit peu dans un moment ce que c'est. Elle est plus connue dans d'autres effets qu'elle a, notamment sur l'urine. Cette hormone est connue pour induire marginalité et mœurs légères chez les campagnols mâles possédant la forme courte du récepteur. Donc, est-ce que Wallum et al. Disent qu'il y a une des 2 formes, les 3 formes, qui induit la marginalité des mœurs légères? C'est ce qu'on va regarder. La forme longue assurant sociabilité et fidélité. Je ne suis pas sûr qu'on trouvera le mot fidélité dans l'article de Wallum et al. Chez l'humain, on trouve 3 polymorphismes. Alors, polymorphisme, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, ça veut dire des variantes. On a beaucoup entendu parler des variants du Covid. Ça veut dire des équivalents, mais un peu différents, qui produisent un effet différent. D'accord ? Donc, pour un gène donné, vous pouvez avoir, je ne sais pas, pour le gène de la couleur des yeux, admettons qu'il y en a un, il y a un gène bleu, c'est un variant, et puis il y a le gène qui produit la couleur brune. Voilà. Donc, il y a des polymorphismes, et tous les hommes, et non les femmes, possédant l'un des 3 polymorphismes en particulier, vivent justement le plus souvent en concubinage et en plus de problèmes conjugaux. Là, elle fait l'abstraction sur le fait qu'on a chaque fois 2 gènes, puisqu'on a le jeu de chromosomes, du père et de la mère, et puis qu'il y a des combinaisons qui arrivent. Les auteurs suggèrent donc, à l'instar du comportement des campagnols, l'attachement d'un homme à une seule femme serait lié au gène. La bonne excuse. On sent qu'il y a peut-être, je ne suis pas sûr que la dernière phrase en tout cas soit vraiment tout à fait les propos de Wallum et al. Donc, vulgarisation. Et on pourrait en trouver plein des comme ça. Et ça va être assez systématique. On pourrait critiquer les journalistes, on pourrait se dire c'est journaliste, pas sérieux et tout. De toute façon, vous n'aurez que ça. Les chercheurs qui parlent au public, vous ne trouverez principalement que les gens qui ont beaucoup simplifié, qui ont perdu les nuances.
Alors, on va plutôt prendre acte de ça et on va se dire donc qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? C'est ce que je vais essayer de faire avec vous. Un autre exemple de vulgarisation ici, c'est tiré de Sciences et Vie Junior, qui est un exemple de vulgarisation pas mal, où le texte est assez bon, mais par contre les illustrations on peut peut-être discuter, puisqu'on y voit un couple là tendrement amoureux qui semble se faire la cour. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe chez les campagnols. Je suis pas sûr qu'il y a tout à fait un autre campagnol une campagnole si je comprends bien, vu qu'elle a les fleurs autour du cou. Voilà. Je ne vois pas tout à fait non plus dans le texte de Vallon s'il y a effectivement une femelle qui va essayer avec une seringue d'injecter une substance dont on va discuter, que c'est sûrement la vasopresine, etc. Donc il y a un sensationnalisme qui apparaît, qui se focalise sur une ou deux des conclusions dans le graphisme. Le texte est différent. Le texte est assez bon. Hein. Okay. Et ça, c'est ce que vous trouverez. Ces deux exemples extrêmement bons. Donc on parle des campagnols pour commencer. Alors les campagnols, vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Vous avez sûrement des fois de léprés, peut-être dans votre jardin, ça vous a profondément énervé, ce qu'on appelle les taupinières. D'accord. Ce sont presque toujours des campagnolinières, si je peux inventer ce mot. C'est les campagnols qui font ça, et les taupes sont beaucoup plus rares que les campagnols. Les campagnols sont des petites bestioles tout à fait adorables. Vous en avez une ici qui a choisi de venir rencontrer ma fille en montagne à côté de la neige, et puis vous avez ici son gant, donc ça veut dire que l'animal n'est pas bien gros, puisque il est là, c'est tout chou, c'est adorable, ma fille était toute émue. Le campagnol. C'est aussi le campagnol qui fait, lorsque vous avez la neige qui fond, on voit les galeries qu'il y avait sous la neige, vous avez peut-être vu ça dans la neige, enfin, c'est encore cet animal-là qui fait ça, c'est aussi un animal qui, ma foi, sert de nourriture à certains rapaces. Bon. On arrive un peu plus près maintenant de la question centrale. Il y a un monsieur qui s'appelle Larry Young qui est décédé récemment, ça c'est un extrait de son article mortuaire dans la revue Science. Il est mort l'année passée, malheureusement. Larry Young a étudié beaucoup les campagnols de deux espèces. Vous avez deux espèces ici, une espèce qui est en haut ici, le campagnol des prairies, qui a une particularité pas très fréquente chez les rongeurs. Lorsqu'il y a l'accouplement, ils restent toute leur vie ensemble. Une vie qui est assez brève, hein, mais ils restent toute leur vie ensemble. Ceux-là, les campagnols des montagnes, comme à vrai dire une grande partie des autres rongeurs et pas mal d'autres mammifères, il y a l'accouplement, puis ensuite chacun des deux vit sa vie. Alors, je ne porte pas de jugement, ne me dites pas que les pères sont indignes, etc., etc. Tout ça, c'est votre opinion. Ici, on dit juste ce qu'il a trouvé. Mais ce qu'il a trouvé, c'est pas juste pas ça, on l'avait trouvé avant, c'est qu'il a essayé de déterminer qu'est-ce qui se passe dans les espèces apparemment identiques pour qu'elles aient un comportement si différent. Et ce qu'il a trouvé, avec d'autres, et ce qu'il a trouvé qui était confirmé, donc maintenant c'est bien établi, mais lui était vraiment le fer de lance de cette recherche, il a trouvé qu'il y a deux hormones qui jouent un rôle décisif. L'ocytocine, chez les femelles, et la vasopressine. Alors, c'est les hormones qui ont d'autres rôles, je vais y venir dans un instant. Et donc, on retient la vasopressine, qui sera celle dont on parle, et l'ocytocine. D'abord, l'ocytocine. L'ocytocine est bien connue pour d'autres rôles. Elle fait partie du déclenchement de la grossesse en déclenchant des contractions utérines. Elle fait partie de l'antique du lait en déclenchant la lactation. Et par ailleurs, elle a un effet sur la confiance, l'empathie, la générosité. Je cite Martin Dupont dans la même revue Médecine. Et elle est, et je viens maintenant à l'exemple qui est en haut, elle est déterminante pour l'attachement parental de la brebis envers son agneau. Lorsque le petit agneau tète sa maman, la présence de cytocine fait que cette maman s'imprègne définitivement de ce petit agneau-là. On le sait parce que si on bloque l'ocytocine, on met un inhibiteur de l'ocytocine dans le sang, eh bien, cet attachement ne se fait pas. Et une autre brebis, si on laisse le petit s'approcher d'elle et qu'on lui met de l'ocytocine dans le cerveau au bon moment, eh bien, elle s'attache durablement à ce petit. Donc, on sait que chez la brebis, et probablement chez pas mal d'autres mammifères, il y a l'ocytocine qui sert à l'attachement parental. Maintenant, ce que Larry Young a mis en évidence, c'est qu'il semblerait que ce mécanisme qui existe chez pas mal de mammifères, d'attachement parental,
serait aussi dans l'attachement de couple, une sorte de réaffectation de ce mécanisme pour l'attachement durable de couple, notamment chez ses compagnons des plaines. Alors maintenant, on vient à l'article de Walloon. Le titre est assez prudent. Des variations génétiques dans le récepteur à la vasopressine sont associées avec le comportement d'attachement durable. Pair bonding, je vous traduirai par attachement durable. Qui d'entre vous a déjà vu assez souvent un article scientifique et puis l'a peut-être lu? Levez la main, si vous n'êtes pas trop sûr, vous levez un petit peu. Donc plusieurs d'entre vous ne sont pas très familiers. Je vais essayer de vous en montrer un si j'y arrive, de nouveau. Voilà, il va me dire qu'attention, il y a peut-être des virus, papa, voilà. Alors ça se présente comme ça, ici c'est dans PNAS, c'est très dense, très compact. Ah oui, pardon, vous ne voyez pas. Merci de me le rappeler. Là, vous le voyez? Oui, c'est bien. C'est très dense, c'est très compact, il y a une structure qui est toujours la même. Alors vous avez le titre, vous avez les auteurs. Après ça, en noir, vous avez ce qu'on appelle l'abstract. L'abstract est très dense, très précis, très concis. On va le développer après. Ici, vous avez l'abstract. Et puis après ça, vous avez une introduction qui pose le problème et arrive à la question. Puis ensuite, vous avez... Est-ce que vous arrivez à scroller là? Non. Non, le pas là. Si, voilà. Presque. Voilà. Tac. Vous aurez après ça les résultats. Et puis, vous aurez les matériels et méthodes où ils décrivent très précisément ce qu'ils ont fait, de manière à ce que chacun puisse vérifier s'il en doutait. Et après ça, vous avez les références. Okay. Je l'ai repris ici dans ma présentation, ce sera plus facile. Et vous avez l'abstract qui a été traduit avec l'aide d'un chat qui est flatulent. L'attachement entre partenaires, pair bonding, joue un rôle clé dans l'évolution du cerveau social. Je vais avec vous décortiquer chaque phrase. Parce que si on a bien compris ça, on a probablement compris l'essentiel de l'article. L'attachement entre partenaires joue un rôle clé dans l'évolution du cerveau social. Ça veut dire qu'il nous montre d'abord, c'est une question importante. Le cerveau social, c'est quelque chose qui a une importance générale. Et puis, l'attachement entre partenaires est important. Ensuite, la ligne suivante, il nous montre, la phrase suivante, chez les campagnols, une molécule du cerveau appelée arginine vasopressine, vous me permettrez de dire simplement la vasopressine, cette hormone, elle influence fortement le comportement d'attachement. Donc, l'attachement, c'est un truc important au niveau social. Il y a une molécule qui l'influence fortement. Okay. Ensuite, donc là, il pose ce qu'on appelle la rationale, c'est à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à ça. Ensuite, il nous dit qu'il y a une variation génétique spécifique dans la région du gène ABP1A qui code pour le récepteur de l'ABP. Je vais juste développer plus tard un peu, mais un récepteur, c'est ce qui fait que l'hormone agit à cet endroit-là. Un petit peu comme l'adresse sur votre boîte aux lettres fait que le facteur va mettre le courrier chez vous, alors qu'il s'est promené avec sa camionnette dans tout le quartier avec les lettres. Donc, une hormone, vous en avez dans le lobe de l'oreille. Peut-être ça n'agit pas dans le lobe d'oreille. L'ABP1A, c'est un récepteur qui était à certains endroits, et cette vasopressine, elle aura passé dans le gros orteil, mais elle n'a pas agi dans le gros orteil. Elle en agit là où il y a des récepteurs. Donc, au fond, les récepteurs sont presque plus importants pour l'action d'une hormone que l'hormone elle-même. C'est pas tellement il y a de la vasopressine, c'est il y a un récepteur à la vasopressine. Okay. Donc, c'est important. Il est associé à une tendance plus marquée à la monogamie chez les mâles de cette espèce. Donc, on s'intéresse ici aux mâles, et puis il y a, on sait déjà, tout ça c'est un résumé de ce qu'on sait et pourquoi ça serait important de s'y intéresser, il y a un récepteur à cette molécule, à cette vasopressine. On ne sait pas encore si ce même mécanisme existe chez les humains. À ce moment-là, il vous dit, bon, voilà ce qu'on sait, mais moi je vais parler de quelque chose qu'on ne sait pas encore. La recherche dans cet article, si c'est quelque chose qu'on sait déjà, c'est pas la peine de faire un article, quoi. Donc, ils vont s'intéresser à est-ce que ce même mécanisme existe chez les humains. Donc ça, c'est la question qui s'adresse. Est-ce que dans les vulgarisations qu'on a vues avant, il était question de savoir si ça existait chez l'humain, ou bien est-ce qu'on parlait de la fidélité chez l'humain individuellement? Il me semble qu'on a légèrement glissé vers une autre question. Est-ce que le contrôle
de la fidélité chez l'humain aurait été contrôlé par un seul gène et déterminé par un seul gène, semblait dire certains de ces articles. C'est pas ce qu'ils cherchent. Cette étude, donc ce qu'ils font là, elle montre une association entre une variation génétique, donc un des gènes possibles pour ce gène ABP1, pour ce récepteur, un des gènes possibles est associé à des comportements liés à l'attachement chez les hommes. C'est très prudent, hein. Il ne dit pas que ça détermine tout, il dit que c'est lié à l'attachement. Cela inclut la solidité du lien avec leur partenaire, leur perception des problèmes conjugaux et leur statut marital. Donc là, il fait implicitement allusion un petit peu aux méthodes. Donc, quelque part, ce qu'ils perçoivent comme étant stable dans leur couple, c'est ça qui corrèle avec les variantes du gène. Parce que le fidélitomètre, je ne sais pas si ça existe. Hein. Peut-être ça se vendrait. Cela inclut la solidité du lien avec leur partenaire, on a dit. Et puis, cette variation génétique semble aussi influencer la qualité du mariage tel que perçu par leur conjointe. Donc, on devine que dans l'immédiat, ils vont interroger leur conjointe pour savoir ce qu'elle, elle en l'occurrence, pensait de ce mariage. Et puis, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ces résultats suggèrent qu'un seul gène pourrait jouer un rôle dans le comportement d'attachement humain et que les effets bien connus de la vasopressine sur l'attachement chez les campagnols pourraient aussi être pertinents pour les humains. Ça, c'est l'abstract. On va voir dans un instant la conclusion. Mais donc, ils discutent de savoir si, chez l'humain, il y a aussi ces histoires du rôle de la vasopressine pour le groupe. Là, ça vous montre un petit peu comment fonctionnent ces récepteurs. Ici, vous auriez une cellule chez les campagnols des plaines qui, donc, parce qu'ils ont beaucoup de ces récepteurs et que ces récepteurs sont très sensibles, ont un comportement d'attachement durable. Chez les autres campagnols, ceux des montagnes, qui sont apparemment identiques autrement, il y en a beaucoup moins de ces récepteurs. Vous voyez ces petits trucs verts là. Eh bien, la molécule de vasopressine, qui est un peu violette, là, cette cacahuète violette, elle n'agit moins parce qu'il y a moins de récepteurs. Dans les matériels et méthodes, alors je passe un peu rapidement parce qu'il y a tout le détail, hein. Ça veut dire que vous pouvez vérifier, si vous ne les croyez pas, vous refaites tout ce qu'ils ont dit là en utilisant les mêmes produits, etc. Alors, il s'agissait de 552 paires de jumeaux et leurs conjoints, il s'agissait de Suédois, et puis il y en a 82% qui étaient mariés, 18% qui vivaient en couple sans être mariés, et puis ils ont envoyé un questionnaire, ils ont fait une visite à domicile, ils ont prélevé de l'ADN dans la bouche, et puis ils ont analysé génétiquement pour savoir s'il y avait RS3 ou les autres variantes de ce gène. Finalement, ils ont retenu 238 et 314 jumeaux, etc. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont posé comme question. Parce que ça va être déterminant, puisque tout repose sur cette estimation de l'attachement durable sur la base de ce questionnaire. Si ce questionnaire pose des questions bateau, genre le questionnaire quand on se lit sur la plage, êtes-vous heureux, etc. S'il y a des questions bateau, ce questionnaire vaut rien et toute la recherche vaut rien. Donc ils essaient de nous convaincre que ça, c'est quand même quelque chose qui est pas mal, le mieux qu'on puisse faire. Et ils annoncent comment. Alors ils ont demandé, est-ce que fréquemment vous embrassez votre partenaire? Est-ce que vous aimez quand les autres s'approchent de moi? Ou quelle fréquence partagez-vous les activités de votre partenaire? Personnellement, je signale que il m'a semblé intéressant de relever que ça se passe en Suède, et d'après ce que je sais, les Suédois sont beaucoup moins tactiles que les gens plus du sud de l'Europe. Je ne suis pas sûr que cette question aurait pu être utilisée, aurait dû être modifiée peut-être pour l'Espagne. La stabilité du couple, avez-vous déjà parlé de divorce? Et puis, ils ont aussi étudié, donc ils établissent un indice avec 13 questions, c'est le BDS. Et puis, ils ont aussi demandé à leurs épouses si elles avaient l'impression que c'était quelqu'un de très stable. Et ils ont jugé que s'ils étaient mariés depuis longtemps, c'était un indicateur de stabilité. Okay. Donc, on a cet indice-là, ce BDS. Ça vaut ce que ça vaut. C'est le meilleur fidélitomètre qu'ils ont pu inventer. Mais on le sait. On peut donc juger de la portée de leurs conclusions une fois qu'on sait comment ça a été mesuré. Il y a des analyses statistiques très détaillées que je vous passe, et puis j'aimerais bien distinguer maintenant la conclusion. Dans la conclusion, on trouve ceci.
Alors ça c'est en anglais, je vous le donne en français, je pense que vous préférez, mais je souligne que ChatGPT peut vous aider à faire une traduction tout à fait correcte, hein, ou Google Translate, ou qui vous voulez. L'effet du polymorphisme, bien que statistiquement significatif, montre dans cette étude une solidité statistique. J'ai traduit size effect par solidité statistique. Alors les statisticiens vont faire un procès, mais disons, ça veut dire que ce n'est pas très indicatif au niveau individuel. Cela signifie que ce gène n'est pas un bon prédicteur d'un comportement relationnel d'un individu. Il dit explicitement dans la conclusion, ça ne vaut rien au niveau personnel. C'est un peu comme si je disais, en général, les femmes sont plus petites que les hommes. Mais si je regarde bien, il y a peut-être une femme dans cette salle qui est plus grande que moi. Et puis, il y a peut-être un homme qui est plus petit que la moyenne des femmes. Donc, en moyenne, c'est vrai, mais au niveau individuel, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que vous êtes une femme que je peux deviner que vous êtes plus grande ou plus petite que moi. C'est pas parce que je suis un homme que vous pouvez deviner que je serai plus grand ou plus petit qu'un autre. Donc, il dit très précisément, parce qu'il se méfiait des conclusions hâtives qu'on pourrait trouver dans les médias. Et pourtant, on les a trouvées dans les médias. Donc, c'est pas que eux ont mal dit, c'est pas que les journalistes ont mal fait leur boulot. Alors c'est quoi? Je vais essayer de discuter dans une perspective que je qualifierais d'évolutive. C'est le milieu dans lequel ça se passe qui va favoriser la multiplication de certains types de savoirs. Pour ça, je m'appuierai sur une étude parue dans Science de Vossoughi et al. Et ils étaient plusieurs. Ils ont étudié ce qui a été retweeté, donc Twitter, donc X maintenant. Ils ont étudié, et donc ce qui a été beaucoup retweeté, donc une fois sur 4 pour ceux qui seraient là, et puis les différents types d'émotions que ces messages transféraient. C'était des messages scientifiques, et les ont jugés faux ou corrects en vert et en rouge. Évidemment, le rouge c'est faux. On voit que le rouge est plus souvent retweeté, et puis ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'il y a ici le dégoût, la surprise, qui font que les messages avec la surprise et du dégoût sont beaucoup plus retweetés, qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux d'ailleurs. Donc, c'est, je cite, les facteurs du jugement humain qui pilotent, qui déterminent la transmission. Donc, ce n'est pas le fait que ça a été bien écrit ou mal écrit, c'est les humains en moyenne, ils sont comme ça. Vous n'allez pas changer le monde entier, enfin, vous pouvez essayer, bon courage. Ou alors, on va accepter qu'ils sont comme ça. Et donc, certaines informations, certaines caractéristiques des informations vont se multiplier. Et c'est celle-là que vous verrez. Si vous avez 999 journalistes qui font un très bon travail, qui traduisent bien les nuances de l'article, il y en a un qui vous fait un article très sensationnaliste. Lequel est-ce que vous risquez de discuter dans l'ascenseur avec un voisin? Lequel est-ce qui va se retrouver sur la table de votre bureau ou qu'on en parlera au café? Lequel est-ce qui va être dans la plupart des journaux? Lequel est-ce que les journalistes vont choisir? Parce que ça fait de l'audimat, ça fait de l'audience, ça fait des likes. Donc, ce n'est pas la faute des journalistes. Ce n'est pas la faute des auteurs, c'est la faute du public comme il est. Nous, humains, on est comme ça. En moyenne, en tout cas. Donc, il faut s'attendre à ce que le sensationnalisme perdure. Et je vous propose plutôt de prendre acte de ça, essayer de voir ce qu'on peut faire. Donc, si je résume ce qu'on a vu jusque-là, il y a une transformation systématique des savoirs. Je regarde d'abord dans les médias, je parlerai de l'école après. Ça va dépendre évidemment du contexte. Il y a des questions socialement liées. La question genre, maintenant, elle est très très sensible. Donc, parler de la fidélité de l'homme et puis de Wallo Metal, il faut avec prudence. Hein. Mais au contraire, ceux qui ne vont pas être prudents, c'est eux qui vont être retweetés, dont on va parler beaucoup, aussi bien parce qu'on s'en indigne ou parce qu'on les soutient. Ce qui est controversé va être beaucoup plus représenté. Donc il y aura une présentation de cela. On y trouve donc, et je cite Green, Sterkley et Clémence, qui a analysé ce même cas que j'ai discuté avec vous, on y trouvera une conclusion sensationnaliste présentée comme définitive. C'est un peu ce qu'on trouvait même dans l'article que je vous ai montré de la revue médicale suisse. Une conclusion, parmi tout, qui n'était même pas vraiment celle que l'article analysait, hein, et puis qui est présentée comme définitive.
L'absence des méthodes. En général, là, l'article de Revmed discutait un petit peu les méthodes, mais en général, elles y sont très peu. On a prouvé que. Les chercheurs ont démontré que. Et comment ils ont démontré? C'est la base de quoi vous dites ça? Ça, en général, il n'y a pas ou peu. Donc, de notre point de vue, il faudra se méfier. Où est-ce que je peux trouver comment ils ont mesuré ça? La fidélité. Comment ils ont mesuré ça? Vous allez voir dans l'article. Il y a les pertes des limites et du degré d'incertitude. C'est aussi ce que disait Strasser dans le petit extrait que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va être comme ça. Que ce soit les scientifiques qui n'ont pas été parfaits, ou simplement que parmi 50 scientifiques qui ont parlé avec nuance, il y en a un ou deux ou trois qui auraient parlé sans nuance, lequel vous allez retrouver qui sera répété dans les médias probablement. En tout cas, sans discuter de la qualité ou non, on risque de trouver ça. Donc, cherchons les limites et le degré d'incertitude, c'est ce que eux disent ici. Vous sentez déjà à ce qu'ils pensent, mais vous n'allez pas être d'accord, d'aller vérifier. Donc, comme je vous l'ai dit, si j'entends que c'est scientifiquement prouvé, j'en déduis soit qu'il, elle, ne comprend pas la nature de la science, soit qu'il, elle, me considère comme incapable de comprendre. Mais là, je me contredis avec ce que je viens de dire avant. Je vais donc nuancer un peu. Ça pourrait vouloir dire que le milieu médiatique ou scolaire, on parle dans un instant, a été inondé de choses sensationnalistes qui a masqué ceux qui parlaient bien. Donc, vous risquez de trouver ça. Les savoirs prudents, nuancés ont été masqués. Okay. Maintenant, je vais prendre l'exemple de, dans l'école, ce qu'on appelle la transposition didactique, en m'inspirant beaucoup d'un chercheur qui s'appelle Chevalard, qui était français. Alors, je vais partir de nouveau de l'exemple. Qui est-ce qui connaît les goûts sur la langue? Qu'est-ce qui a vu des petits schémas à l'école? Levez un petit peu la main, si vous n'êtes pas trop sûr, vous levez à moitié, si vous êtes très sûr, vous levez complètement, évitez quand même de s'amuser rien si c'est possible. Voilà, donc beaucoup d'entre vous, je ne sais pas, la moitié en tout cas, ont vaguement vu ça quelque part une fois, soit à l'école, soit peut-être dans les clubs de vinothèque ou des dégustateurs, etc. Ok. Ça, c'est simplement dans Google, j'ai tapé carte des goûts, et voilà ce qu'il m'a donné. C'était l'autre jour. Maintenant, je vais reprendre le contexte scolaire, et puis, ce que j'ai suggéré comme logique, allons voir d'où ça vient. Toutes ces cartes viennent d'un certain Hennig en 1901, et M. Hennig a établi cette carte-là. Alors c'est intéressant de voir comment ça devient ça, ou ça, ou ça. Si on regarde bien, au premier coup d'œil, c'est les mêmes, les quatre goûts. Si on regarde attentivement, il y a des petites nuances là. Vous voyez là, pour la mer, il y a un petit peu plus de petits points là. Alors comment il a fait? Il a pris des petits bâtonnets, c'était du cultif de l'époque, il a trempé dans des solutions de puits très très diluées, un petit peu moins diluées, jusqu'à ce qu'on le détecte. Et puis il a essayé de représenter ça avec des petits points. Franchement, c'est vrai que si on regarde bien, la mer est un petit peu plus à l'arrière, ouais. Le sucré, c'est peut-être un peu plus à la pointe ici. L'acide, c'est un petit peu plus sur le côté là. Le salé, ben, c'est un peu partout. Donc à partir de cette carte-là, nos autorités scolaires, nos enseignants, nos ouvrages scolaires ont fabriqué ça. C'est quand même pour le moins différent. Ce qui est sûr, c'est que chaque fois, ces cartes, elles ont une limite. Là, vous êtes en France, là, vous êtes en Suisse. Alors que, Hennig, il n'y a pas ça. Il n'y a aucune région où il n'y a pas au moins certains des récepteurs des trois autres gens qui connaissent, les trois autres types qui connaissent. En 2006, Chandrasekhar et d'autres, dans Nature, ont étudié où est-ce qu'on trouvait les récepteurs, là je vous donne une idée sur les méthodes, où est-ce qu'on trouvait les récepteurs au goût. Et les récepteurs au goût, les 5, parce que maintenant on sait qu'il y a en plus umami. Umami, en gros, c'est le goût salé, c'est le goût viandeux, c'est le goût du tofu, c'est le goût du fromage, c'est le goût du champignon. Eh bien, avec une certaine ironie, voilà la carte. Ils ont de l'humour, hein. C'est évidemment exactement les mêmes cartes. Donc on trouve tous les récepteurs en répartition à peu près équivalente partout. Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'on a encore ça? Pourquoi est-ce que ça continue à se faire? Puisque Hennig n'a pas dit ça, puisqu'on sait depuis 2006 que, un peu après 2006, j'étais dans une conférence avec plein de didacticiens devant moi, puis juste après moi, passait un groupe qui allait défendre l'idée. Ce qui est important,
c'est que les scientifiques eux-mêmes aillent vers le public. Alors, je présente cette carte, puis après je vais m'asseoir, puis eux, ils arrivent sur scène un petit peu gênés. Parce que ce qu'ils faisaient faire, eux, les scientifiques qui allaient vers le public, qui amenaient la vraie science, la garder. Pourquoi est-ce que c'est inévitable? Alors, je ne sais pas si on sait, mais Chevalard dit, inévitablement, il y a une transposition qui est inévitable et nécessaire. Parce que vous ne pouvez pas raconter toute la complexité. Vous parlez à des élèves, à des étudiants, de toute façon, simplifier n'est pas l'unique. C'est obligé. Et puis on a tendance à dire que c'est comme ça. Comme disait Strasser, comme lui a fait ses études, 125 000 élèves, c'était le nombre qu'il fallait mettre à l'examen pour avoir la bonne note. C'est inévitable. Donc en tout cas, vous allez trouver ça dans les classes. Et si vous êtes enseignant, vous allez vous bagarrer avec ce problème. Parce qu'on ne peut pas donner toutes les nuances. D'après les dernières recherches, il semblerait que, mais ça dépend de... Ouais, mais monsieur, je dois mettre quoi à l'épreuve pour avoir 6, quoi. Et les autres caractéristiques des savoirs qu'on trouve, c'est... On ne trouve pas les méthodes, en général. C'est présenté comme définitif. Vous voyez que c'est assez similaire à ce qu'on a pour les médias. Ce qui en particulier, c'est que c'est facile à traduire en exercice, c'est facile à évaluer, c'est socialement reconnu. Si je vous dis la carte des goûts, ça vous parle. Au moins la moitié d'entre vous qui ont levé la main. Si je vous dis, on en parlera après, mais d'autres exemples comme la génétique de Mendel, on connaît. Et puis, c'est facile à traduire en exercice. Avec les tableaux de Mendel, c'est facile à faire plein d'exercices. Vous en faites tout plein, hop, hop, hop. C'est facile à corriger, mais c'est juste tout faux. Tchac, tchac, un coup de stylo rouge ou pas. C'est facile. Ceux-là de savoir, vous les trouverez beaucoup. Je ne discute pas de savoir si c'est bien ou pas bien. Je dis que ça existe, puis ça va avoir de la peine à disparaître. Il y a certains didactistes qui sont assez contre Mendel, parce que ça ne correspond pas bien à la réalité, quoi. Je ne veux pas entrer dans ce débat, j'en toucherai 2 mots plus tard, mais fondamentalement. Et puis, le don du sang, là, les groupes de donneurs-receveurs, tout le monde sait qui est-ce qui a fait ça à l'école, qui se souvient vaguement de ces histoires de donneurs universels, A, B, O, 1, 2, 3, 4, ouais, un tiers en tout cas, peut-être la moitié. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui pourrait facilement m'expliquer pourquoi moi je suis B? Vous êtes O par exemple? Qu'est-ce qui est O? Voilà, monsieur est O. Donc lui, à l'université, il peut me donner son sang, d'après cette théorie. Mais moi, je ne peux pas lui donner mon sang. Vous pouvez m'expliquer pourquoi en mélangeant son sang avec le mien ou mon sang avec le sien, ce qui paraît être la même chose, pourquoi il y en a un qui est possible et l'autre pas? Il y en a un qui peut facilement expliquer ça. C'est les anticorps chez la personne qui reçoit. Et alors? Elle va pas être contente du sang qu'elle reçoit dans certains cas. Mais les anticorps qu'il a, lui, ils arrivent dans le même sang, on mélange les deux mêmes sangs, il y a les mêmes anticorps dans les deux corps. Oui, mais vous êtes en train de me dire que la même chose que ce qu'on a dit. Il y a les anticorps, puis on les mélange. Quand on mélange les deux sangs, pourquoi dans un cas les anticorps agiraient, mais dans l'autre cas il n'y a pas? Quand il me donne son sang, il y a des anticorps anti-B. Quand je lui donne mon sang, il y a des anti-B dans son sang. Pourquoi mon sang s'agirait? Dans un sens, c'est pas dans l'autre, quoi. Oui, vous êtes embêtés, vous n'êtes pas le seul. J'ai eu en face de moi des tas d'étudiants qui avaient tous un master biologie, je n'ai pas trouvé un qui pouvait répondre, même quelques-uns qui avaient un doctorat en immuno. J'ai dû trouver dans un bouquin, j'avais oui, un bouquin de deuxième année de médecine, à raison. En gros, quand il y a l'équivalence des concentrations, je développerai plus tard, mais en gros, après l'exposer si vous voulez. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a des choses qui sont socialement reconnues. On le fait, on fait ça, ça marche, on a des petits exercices qui marchent bien. On peut faire une petite piqûre, puis on détermine c'est super. On fait ça parce que c'est exercisable, c'est facilement évaluable. Vous n'allez pas avoir des procès avec les parents quand vous avez corrigé un truc comme ça, c'est facile, on ne va pas vous couper la tête si vous faites. La conclusion à ce point-là, et là je parle du point de vue de ce qui se passe dans les écoles, c'est un peu parallèle pour la vulgarisation, c'est qu'il y a ici des écosystèmes dans lesquels ces idées se développent. Et puis, selon l'écosystème, certains éléments vont disparaître, vont se diminuer, voire disparaître complètement, ou d'autres vont au contraire se développer, etc. Par exemple, on a parlé de la publication avant, on est parti de ce niveau-là. Dans ce niveau-là,
c'est une sorte de structure très claire qui doit être appliquée. Si vous commencez à dire, voilà, on a un peu pétouillé avant de trouver la question de recherche. Un ami à moi, Michel Stroman, qui était prof jusqu'à récemment, il a le même âge que moi, il a dit, la meilleure publication que j'ai faite, c'est un truc, c'est une expérience, je ne sais plus très bien pourquoi on a fait ça, on a un peu fait n'importe quoi, c'est un peu un coup de tête, je sais pas pourquoi, il restait des plaquettes, on a fait une expérience. Est-ce qu'il va dire ça dans l'article? Non. Tout ça, ce que Chevalard appelle la désyncrétisation, on perd toutes les circonstances, toute l'hésitation, le pétillement, on présente ça comme si c'était linéaire. C'est normal, tous les scientifiques savent que la présentation linéaire, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais le public peut-être pas. Il pourrait avoir l'impression que la science, ça se fait comme ça, de manière linéaire. Ça se fait pas de manière linéaire. Mais on est obligé. Si vous voulez publier, vous devez suivre ça. Comme j'ai dit avant, le titre, l'abstract, qui doit faire 250 mots, des fois 200, exactement, on fait 251, ça passe pas, quoi. Et puis dans cet abstract, vous mettez la première ligne, elle dit quel est le contexte, etc. La ligne suivante, elle amène plus précisément à la question. Ensuite, vous montrez qu'il y a une lacune. Ensuite, vous dites comment vous avez résolu, vous avez abordé le problème. Ensuite, vous évoquez ce que vous avez trouvé. Puis ensuite, vous ouvrez un petit peu sur les limites. C'est comme ça. Quand vous ne faites pas ça, ça va être refusé. On va vous dire de corriger ça. Donc, structure. Donc, il y a ici un écosystème où certains aspects vont se développer. La question de recherche, c'est très beau. D'autres aspects, comme le pitouillage en cours de route, va disparaître. Et c'est pas la faute des journaux, il faut simplement le savoir. Donc nous, quand on lit un article, on peut se dire cet article a été écrit sous cette pression-là. Et puis, comme Bruno l'a dit, il y a des sujets qui sont plus d'actualité que d'autres. Quand moi j'ai fait mes études, si vous commenciez à parler des émotions, ça passait pas. Ça c'était pas pour la biologie. Maintenant, on a les IRM, on a les neurosciences, et puis on en parle partout. Parce qu'on a d'autres méthodes. Pour l'éducation, il y a ce qui s'appelle la noosphère, des autorités qui décident. À Genève, c'est une commission paritaire qui décide ce qu'on va mettre dans les programmes. Maintenant, c'est au niveau roman. Et il y a quelqu'un qui décide. Et ces gens-là, ils vont garder certains aspects et en oublier d'autres. Ce qui a été perdu, on peut déjà le dire, il y a les incertitudes. Les méthodes sont bien diminuées, mais peut-être qu'elles existent encore un peu. Et puis ça, c'est dans le programme tel qu'il est donné aux enseignants. Et puis dans les enseignants, il y a un certain nombre de contraintes de classe qui font qu'ils vont garder certains aspects en perdant des incertitudes, perdent encore plus de place. Parce que les enseignants sont confrontés à la question, les élèves, ils veulent savoir ce qu'il faut faire pour avoir 6. Moi, je rajoute une chose, que j'ai été formateur d'enseignant pendant longtemps, on doit distinguer la vérité pédagogique de la vérité scientifique. Si tant est que la vérité scientifique est un mot qui fait une vérité de la nuance. Dans cette classe, pour ce programme, si vous utilisez Mendel, les lois de Mendel, on sait qu'elles sont approximatives, ça va passer. Si vous dites que blond est récessif par rapport à brun, c'est bon. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Il y a fréquemment dans une classe un élève qui a les yeux bruns, ses deux parents les yeux bleus. Sans qu'il y ait besoin d'avoir un petit sourire narquois. Ici, en classe, il y a donc certaines caractéristiques des savoirs qui vont se développer, puis d'autres qui vont se perdre. Puis après, il y a encore le grand mystère d'après ce qui se passe chez les élèves que je laisse. Donc, dans cette perspective-là, je prends là un exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est tout récent, la publication de Ludecker et al. Nos ancêtres étaient végétariens. Alors, je vais essayer d'appliquer ce qu'on a dit. Je fais l'exercice avec vous, si vous voulez. Est-ce qu'il y a un contexte scientifique de débat? Oui. Il y a des gens, pas mal de chercheurs, commencent à penser que le carnivorisme a permis le développement d'un gros cerveau chez les humains parce que ça consomme énormément de calories, le cerveau. Jusqu'à 20%. Apparemment, ça dépend des circonstances. Si vous êtes en train de faire un marathon, ça fait moins, mais c'est pas parce que vous pensez moins, ça veut dire que vos muscles déportent plus, donc le pourcentage diminue. Donc il y a là un débat. Donc ça va intervenir dans la réflexion de l'article qui va être publié. Mais il y a aussi un débat social, comme vous le savez, la question de la viande ou du végétarisme, du végétalisme, les véganes, c'est une question socialement liée. Plus il y a une question environnementale, puisque si on mange de la viande ou si on mange du végétal, ça a une autre influence sur l'évolution de l'état de la planète. Donc là, on va se dire,
La vulgarisation, il faut s'attendre à ce que ça tire un petit peu d'un côté ou de l'autre en fonction des intérêts de la personne. Dans l'émission de la RTS, la journaliste, on sent qu'elle est plutôt végane. Elle essaie de dire « Ouais, nos ancêtres étaient végétariens. » Et puis, ils ont fait venir à distance un chercheur, Ludovic Slimak, qui vient de quelque part en France, j'ai oublié où, vous m'excuserez, et il dit « Attention, dans cette étude, d'abord, Australopithecus n'est pas notre ancêtre, pardon, pas un insecte, je suis bien, ça n'est pas notre ancêtre direct. Cette image-là que vous avez tous vue, que vous avez peut-être dessinée, elle est fausse. Parce que ça n'est pas le singe qui devient l'australo, qui devient, qu'est-ce que c'est celui-là, un erectus, qui devient, je ne sais pas, un homo cro-magnon ou pas. C'est faux, c'est buissonnant, dit-il. C'est ça. Là, vous avez les différentes espèces, quand, dans ce temps ici, quand elles ont vécu avec des millions d'années, là, puis on ne sait pas si de cette espèce-là, c'est probablement comme ça, hein, Australopithecus africanus. Est-ce qu'il est devenu celui-là? Est-ce qu'il est devenu celui-là? Est-ce qu'il est devenu... Non, il n'est pas devenu celui-là. Est-ce qu'il est devenu celui-ci? On ne sait pas, donc on ne l'est pas parce qu'on ne sait pas. C'est un buisson. Est-ce que peut-être tous les gènes de Australopithecus afarensis ont disparu dans tous ces changements? Ou est-ce que certains sont chez nous? Eh bien, on ne sait pas. Donc s'il est devenu vegan et que ça a eu une influence sur son succès, on ne sait pas si ça a été transmis. Donc, notre ancêtre, ça amène déjà à des conclusions fausses. Ensuite, il nous dit Australo avait justement pas un bien gros cerveau. C'est pas un très bon argument de dire que, ouais, même qu'il n'était pas encore carnivore, il avait quand même un gros cerveau. Ben non, justement, pas tellement. Quoi. C'est à peine plus gros que le cerveau d'un chimpanzé. Bon. Donc, ça, c'est l'argument de Slimak. Et puis, la méthode en question, en fait, l'article ne parle pas tellement de savoir si c'était légal ou pas. L'article est centré sur le fait que nous, on a réussi à faire pour des fossiles datant de 6 millions d'années ce qu'avant on n'arrivait pas à faire plus ancien que 200 000 ans. C'est extraordinairement passionnant ça. Le public s'en fiche, il veut savoir si c'était légal ou pas. Quoi. Mais pour les scientifiques, c'était ça le résultat de l'article. Et puis en plus, nous dit Slimak, la méthode en question, elle ne détecte pas l'éventuelle consommation d'insectes, de poissons peut-être. Ça détecte les mammifères. La grotte où ces dents proviennent a été pas mal bouleversée, la grotte de Sterkfontein a été bouleversée par des inondations et tout, donc ça pourrait encore changer un petit peu ce qu'il y avait autour. En fait, l'article montre seulement que Australopithecus, à la grotte de Sterkfontein, ne consommait pas de quantité substantielle de viande mammalienne. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il était complètement végétarien? Peut-être pas. Donc on voit bien que depuis l'article de départ, qui est très subtil, très nuancé, jusque dans le public, il y a des affirmations qui dépendront de tous ces paramètres chez l'idée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit que c'est inévitable, donc c'est probablement contournable. Si on sait comment ça a été transformé, on va se dire ouais, qu'est-ce qu'il y a là? On va essayer de gratter un petit peu pour retrouver. Alors, le premier conseil que je donnerais, si c'est possible, remonter aussi loin que vous en avez le temps, l'envie, la formation nécessaire pour aller le plus près possible de l'article d'origine. Donc, dans un premier temps, peut-être Sciences et Vie Junior, ou bien la Hulotte, que je montrerai tout à l'heure dans la slide suivante, qui est remarquable comme vulgarisation. La recherche, par exemple, ou bien pour la science, qui sont à un niveau un peu plus intéressant, qui vont un peu plus loin. Ou bien, si vous pouvez, Nature Science. Ça, c'est Science, ça c'est Nature, genre 200 pages à peu près chacun. Il y en a un par semaine. Évidemment, c'est pas très facile à lire. Mais on a vu que si on a lu l'abstract, 250 mots, on a l'essentiel. L'abstract est généralement accessible librement, presque toujours. Donc si vous avez Internet, vous pouvez aller chercher l'article de Lubeck et al. Et vous pourrez trouver ce qu'il a dit, en anglais. Alors, les traductions automatiques, franchement, c'est devenu correct, parce que c'est pas du Shakespeare, c'est pas de la belle traduction magnifique dans la langue, mais pour le savoir scientifique, c'est très bien. Donc, première possibilité, je recommande, si c'est possible, d'aller chercher, remonter autant que possible vers l'original. Et puis, ce qu'on sait qu'il faut chercher, c'est quelles incertitudes ne nous dit pas la vulgarisation. Comment ça a été obtenu?
ce qui me permettra de connaître les incertitudes et de se connaître à portée. Quelle était vraiment la question que ces gens cherchaient? Est-ce qu'ils ont fait des méthodes qui permettent d'affirmer aussi précisément ce qu'ils disent? Puis pour les enseignants, moi je vous faire de la pub parce que c'est un projet dans lequel je suis, et Jump to Science identifie justement dans ces revues-là, je me coltine ces trucs-là toutes les semaines. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, j'en ai à peu près 1 mètre à donner. Si quelqu'un a envie de se coltiner ça, gratuitement, ça vaut une fortune. Mais il faut bien chercher à Hermance, parce que je suis à vélo. Puis ça pèse pas mal de kilos, tout ça. J'extrais un domaine, et là, il y a une question intéressante. Le prochain, c'est cet article à propos du vegan et puis du Becquester Fontaine. Ce que je vous ai dit, ça sera dans la prochaine. Environ 1 fois par mois, les enseignants sortent un truc là-dessus, ou d'autres personnes intéressées. J'ai 500 abonnés à peu près, plus le site web. Et puis, on n'essaye pas de vulgariser pour eux, parce que la vulgarisation, il y en a. Nature, Science font de la vulgarisation bien meilleure que je pourrais faire moi. Par contre, ça essaye, ça s'appelle la classe inversée, et si on parlait de pédagogie, ça essaye de les encourager à y aller eux-mêmes. D'ailleurs, presque chaque paragraphe se termine par un truc comme ça. Jump to Science encourage le lecteur à les vérifier dans l'article d'origine. Ne le croyez pas, mais ça facilite l'accès à. J'ai parlé de vulgarisation et j'ai cité la Hulotte. Alors, il y en a qui connaissent la Hulotte ici? 1, 2, 3, 4, quelques-uns. Okay. C'est peut-être, à mon avis, une des meilleures, la meilleure peut-être des vulgarisations que je connaisse, parce qu'il réussit très bien à éviter le piège que j'ai évoqué, limiter l'effet du piège que j'ai évoqué. Il y a des choses très sérieuses, très proches des connaissances scientifiques les meilleures qu'on a actuellement, et vous voyez la qualité du dessin. Et puis à côté, il y a des trucs un peu gagueux, là. Belle mentalité, quelle honte, des choses pareilles d'un journal pour enfants. Ça, c'est les pigeons qui parlent de ce qui se passe avec ces animaux-là, etc. Il y a ce côté gagueux qui fascine, le sensationnalisme, le rigolo y est, mais on voit très bien que ça, c'est pas de la même nature que ceci. Et donc ce jeu-là, remarquable, c'est beaucoup de bibliothèques de l'école, je pense, les ont. Je veux revenir maintenant sur ce que disait Bruno. Ce qui a été appris à l'école Wallonie peut devenir faux avec le temps. Cette question, quelque part, c'est le problème de la vérité. Excuse-moi, ce machin qui s'en va tout le temps, là. Voilà. Au fond, le problème n'est pas dans la vérité scientifique, c'est le fait que les gens semblent vouloir qu'il y ait des vérités. On voudrait qu'il y ait des vérités scientifiques. Mais désolé, quoi. Le monde n'est pas simple. Enfin, c'est une tautologie. Et donc, pourquoi vous voudriez que la science qui essaie de refléter ce qu'il y a dans le monde, vous donne tout simple quand le monde n'est pas simple? Comme le disait assez joliment un élève, non, je l'arrêterai après. Tac, tac, non, excusez-moi. Je sais pas, j'avais ça. Au lieu de nous apprendre le passé simple, il ferait mieux de nous apprendre le futur compliqué. C'est un peu un gag, mais ça dit bien le fond du problème. La science ne produit pas les vérités. Donc, si quelqu'un vous dit que la science a produit ça, ce n'est pas de la science. La science produit des modèles. Un modèle, c'est une simplification du phénomène étudié qui met en évidence certaines caractéristiques et permet des prédictions ou des explications. Donc, un modèle ne peut pas être vrai, ne peut pas être faux. Un modèle peut être pertinent pour certains trucs. Un modèle, il a toujours un domaine de validité. Le modèle de Mendel, qui est très critiqué par certains didacticiens, il a un domaine de validité très limité. Les trucs qui sont franchement mendéliens, il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est quand même un modèle qui a un certain intérêt si on sait ses limites. Comme je disais à mes élèves, je peux très bien dire, ce modèle, il est valable dans cette classe pour apprendre, c'est une étape. C'est un tremplin pour aller vers d'autres modèles plus intéressants. Mais on voit bien avec la météo que les meilleurs modèles qu'ils ont, ils ne sont pas tout simplement vrais. Aujourd'hui, ils ne prévoyaient pas de pluie cet après-midi. Hein. Donc, ça fait partie de la marge d'incertitude. Si vous regardez bien les graphiques météo suisses, il y a des petites flèches avec des petites zones, pardon, pas des petites zones plus ou moins qui ont bien un degré d'incertitude. Et puis, un modèle, je cite Martinin, peut être amélioré. Il est toujours hypothétique, il peut être amélioré. Il n'y a pas de modèle définitif. La loi d'Ohm, les physiciens aiment beaucoup. On l'appelle loi. C'est un modèle. Elle a un domaine de validité.
Je vais vous choquer. Hein. Vous avez déjà essayé de faire un transistor avec la voie longue? On est dans un domaine où ça ne marche plus. Quand vous êtes dans le très petit, on a dans le domaine du quantique, et puis la voie longue, c'est plus ça qui compte. Il n'y avait pas d'autres phénomènes passionnants et compliqués. Donc, il n'y a pas de vrai, il y a des modèles utilisés à bon escient pour certains problèmes. La science fait ça. Donc, ne lui demandez pas ce qu'elle ne peut pas faire. Un exemple, c'était. Est-ce que j'ai du temps? Non, j'ai plus le temps. Il y a un modèle qui a été amélioré, puis nous publié, ben voilà, on a trouvé, on a remis en question le modèle, etc. Est-ce que j'ai le temps de parler de. Non, je n'ai pas de temps. Si vous posez une question sur Didier Raoult, puis je en parlerai après, comme ça. Enfin, c'est comme ça? Ah voilà. Alors, il y a ici un article par un certain nombre de chercheurs, peut-être vous en connaissez certains là, peut-être celui-là, je ne sais plus comment il était. Cet article a fait beaucoup parler de lui, et puis récemment, il a été rétracté. Alors, si je regarde ça, pourquoi quand il est sorti, on aurait pu se méfier? Je vous avoue que j'étais très perplexe pour ma part. C'est un non-randomized clinical trial. Pas randomisé. Donc, randomisé, ça veut dire que aussi bien les médecins qui soignent que les patients qui reçoivent ne savent pas s'ils ont reçu le médicament testé, l'hydroxychloroquine, ou bien un placebo. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien ce qu'on appelle relation thérapeutique. Si je suis médecin et que je crois vraiment dans le médicament que je vous prescris, vous allez mieux guérir que si je n'y crois pas. Et si vous croyez que le médicament vous guérit, vous allez mieux guérir. C'est super, c'est important. Il ne faut surtout pas enlever ça au médecin, ça aide à guérir mieux. Et du coup, on ne sait pas si la guérison vient de ce que le médecin y croyait ou ne croyait pas. Si cette équipe-là, dont on sait, vu les problèmes, les controverses qu'il y avait à l'époque, qu'il y avait certains d'entre eux qui étaient franchement contre le pouvoir central, contre Paris, contre les ingénieurs, toutes sortes de raisons politiques importantes que je passe, très en faveur de l'hydroxychloroquine, est-ce qu'on peut être sûr que les gens qu'ils ont choisis, est-ce qu'on peut être sûr que la manière de les suivre, les traiter et de juger de leurs symptômes était, à moins qu'ils soient surhumains, quoi. Si je crois vraiment en quelque chose, je ne peux pas. Sans parler des enjeux politiques, ces gens-là. Ensuite, je regarde le graphique. C'est intéressant parce qu'on voit très bien qu'avec l'hydroxychloroquine, le nombre de gens qui sont positifs a drôlement mieux diminué que les témoins. Waouh, super! Il y a combien de patients là? Alors ici, au jour 3, il y a un patient dans la zone contrôle. Il y en a 5 ici. Déjà là, j'ai plus envie de dire la suite, quoi. Alors qu'il y avait des milliers de personnes qui passaient par son hôpital, ils ont choisi, on ne sait pas comment, un certain nombre, et puis ils nous montrent des résultats sur 22 personnes au total. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais ça vaut rien. Il faut regarder les méthodes. Alors c'est pas facile, mais du coup, un article comme ça, bon, il a été rétracté. Voilà. Donc, si je résume, situer le contexte. Est-ce qu'il y a des controverses? Où est-ce que ça a été produit? Par qui? Quelle est la position de l'auteur ou de l'auteur? L'authenticité. Remonter autant que possible vers l'article original. Se demander sur la base de quoi est-ce qu'ils affirment ça. Enseigner en basant les affirmations sur les méthodes, puisqu'elles délimitent la portée, au moins un peu. Accepter les incertitudes délimitées. J'aime bien cette expression d'incertitude délimitée, parce que la science ne produit pas vraiment des incertitudes, et des incertitudes délimitées dans ce domaine-là. Donc il y a bien une différence en moyenne entre les humains qui sont avec RS3 et les autres, mais par contre au niveau individuel, il n'y a pas grand-chose à dire. Enseigner les pouvoirs comme basés sur des modèles actuels. Si on avait dit à Strasser, actuellement, on mesure les gènes comme ça, on estime que les gènes, le nombre de gènes correspond au nombre de protéines. On estime le nombre de protéines à 125 000, donc il y a 125 000 gènes. Maintenant, c'est comme ça. Mais à l'époque, on pouvait dire, si on avait dit ça, ça restait juste maintenant. Accéder à la recherche pour se construire une opinion raisonnée, et puis je dirais assumer ses décisions, parce que si vous dites, la science a dit que c'est de leur faute si ça ne marche pas.
Non, la science n'a pas dit ce que vous devez choisir, elle vous donne des informations que vous prenez en compte. Vous vous souvenez, Tracer a dit, pour décider ce qu'il allait faire avec ses enfants, les laisser jouer dans la place de jeu ou pas, il s'est informé, mais finalement il assume sa décision. Nous et les politiciens, on doit choisir en prenant en compte la science, mais la science ne dit pas la réponse. Après, il faut prendre en compte toutes sortes de facteurs. Et puis finalement, vous pouvez lire, c'est ce que je pense qui est important, et comme je l'ai dit, j'ai un maître de Nature and Science, et ne me croyez pas. C'est la conclusion, allez vérifier. Et si vous voulez aller vérifier, il y a ici, vous voyez l'adresse est facile à retenir, tiny URL, petite URL en anglais, sur lien tiret. Vous tapez ça, puis vous arrivez sur la liste des références que j'ai données. S'il y en a une qui manque, je me serais trompé, ça arrive, vous m'écrivez là, et je la rajouterai. Sur quoi je vous remercie de votre patience, j'ai sensiblement débordé. Une heure, c'est bon.